Et bonjour à tous et bienvenue dans la tour de commandement, votre source d'information sur le format commandeur de Magic. Je suis Ironim et je serai votre commandant durant toute cette vidéo. Pour ce nouvel épisode, on va donc analyser le troisième deck commandeur de ce commandeur 2018, le deck Vengeance de la Nature, donc le deck noir, rouge, vert, Jund pour ceux qui connaissent la combinaison. Alors le but de ce deck à la base c'est de fonctionner essentiellement sur les terrains. Alors quand j'ai entendu cette thématique qui était abordée, je pensais plutôt à du touche-terre, mais là visiblement il n'y a pas que ça. Il y a également le fait de mettre des terrains au cimetière et de pouvoir éventuellement les faire revenir. Mais je suis un petit peu dans le doute, je ne sais pas comment le deck fonctionne, mais on va commencer par analyser les cartes une par une comme d'habitude. On va commencer tout d'abord par les commandants et puis ensuite par le reste du deck. Chacune des cartes sera analysée individuellement, puis en fonction des 3 commandants qui sont présents dans le deck. Évidemment, je donne toujours un avis personnel, c'est-à-dire que c'est avec mon expérience de jeu sur laquelle je me base, que du coup je donne mon analyse. Si jamais vous avez un avis différent, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de la vidéo, ce sera très sympathique de votre part. Et comme d'habitude, bien sûr, vous pouvez laisser cette vidéo en fond, étant donné que je vais vous décrire absolument toutes les cartes en intégralité. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec le principal commandant de ce deck, Seigneur Vent des Vertus, qui est un léonin en fait, c'est un Planeswalker. Un Planeswalker légendaire Vent des Vertus, qu'il s'appelle. Il coûte 2 manas génériques, un noir, un rouge et un vert, et arrive avec 5 marqueurs de loyauté. Le plus 2, défaussez-vous d'une carte, puis piochez une carte. Si une carte de terrain est défaussée de cette manière, piochez une carte supplémentaire. Le moins 3, renvoyez sur le champ de bataille jusqu'à 2 cartes de terrain ciblées depuis votre cimetière. Et le moins 11, détruisez jusqu'à 6 permanents non terrain ciblés, puis créez 6 jetons de créatures 2-2 vertes, chat et guerrier avec la traversée des forêts. Seigneur Vent des Vertus peut être votre commandant, ce qui est fort rassurant. Alors, il y a une analyse rapide déjà au niveau des stats. Il coûte 5 mana, il arrive avec 5 marqueurs de loyauté, donc là on est bon. Il a un plus 2 déjà en compétence première, qui semble assez intéressant, se défausser d'une carte pour pouvoir ensuite, du coup, se recycler en fait une carte de la main. Donc on se défausse pour pouvoir piocher une nouvelle carte, c'est intéressant. Mais en plus, alors si vous voulez de la value, si vous voulez un petit peu un bon bonus, là ça va être de défausser un terrain. Donc du coup, j'espère que dans le deck on aura des moyens de remonter notamment les terrains dans votre main, puisque ça serait bien de tirer encore plus d'avantages de ce système-là. Sachant que du coup le moins 3 nous permet déjà de renvoyer 2 terrains ciblés depuis votre cimetière sur le champ de bataille. Donc c'est assez efficace finalement. Le moins 3 synergise avec le plus 2, et donc du coup le plus 2 est plutôt à utiliser dès qu'il arrive sur le champ de bataille. Le moins 11, je vais peut-être le mettre un petit peu de côté, je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. C'est que, alors déjà, c'est moins 11, c'est beaucoup de tours à avoir attendu. Il arrive au tour 5, du coup ça veut dire qu'au tour 5, il peut monter à 7 de loyauté, puisqu'il peut utiliser sa première capacité. Ensuite, au tour 6, il passe à 9, tour 7, il passe à 11, et ensuite, au tour 8, il peut enfin utiliser sa capacité et ultime en se sacrifiant évidemment en même temps. Donc s'il le restait en vie, si vous le gardez en vie, malheureusement il faudra attendre un tour supplémentaire. Je trouve que c'est assez lent en fait. Alors bon, évidemment, étant donné que c'est un deck basé sur les terrains, il y a certainement moyen de ramper, donc d'avoir des terrains et du mana plus rapidement. Mais je suis assez dubitatif pour le moment, sachant que bon, il détruit 6 permanents non-terrain, encore rock sur des non-terrains d'ailleurs. Et il crée 6 jetons derrière. Là, bon, la traversée des forêts, c'est presque anecdotique. Les jetons, bon, c'est intéressant, ça permet en plus de le reprotéger derrière si vous l'avez monté suffisamment pour qu'il puisse survivre après avoir utilisé sa capacité ultime. Je ne sais pas, ça permettra pour moi de gérer pas mal de choses, mais je suis pas sûr que vous le sortiez très souvent, cet ultime. Donc bon, ça fait du boulot, en espérant que vous ne soyez pas trop débordé d'ailleurs, que vous n'ayez pas plus de cibles que nécessaire. Mais bon, donc du coup, je pense qu'il faudra voir surtout et compter sur les mécaniques avec les 2 premières capacités et voir les synergies qu'il peut y avoir avec les cartes dans le deck. Le deuxième commandant, je vous annonce tout de suite, c'est mon préféré. Sur les 3, il s'appelle Girus, ou Girus, ou plutôt Girus. Éveilleur de cadavres. Il coûte X mana générique, un noir, un rouge et un vert. C'est une créature légendaire hydre. C'est une 0-0 évidemment. Et en fait, Girus Éveilleur de cadavres arrive sur le champ de bataille avec sur lui un nombre de marqueurs +1/+1 égal à la quantité de mana dépensée pour le lancer. A chaque fois que Girus attaque, vous pouvez exiler une carte de créature ciblée de force inférieure depuis votre cimetière. Si vous faites ainsi, créez un jeton qui est une copie de cette carte, engagé et attaquant.
exiler ce jeton à la fin du combat. Alors pourquoi est-ce qu'elle me plaît cette carte? Elle me fait énormément rire en fait. Si vous avez écouté mes 2 premières analyses de deck, vous savez qu'il y a des cartes qui misent pas mal, notamment sur le nombre de fois où vous avez joué le commandant depuis la zone de commandement. J'ai même l'impression en fait que ça devient assez intéressant au niveau de ces decks, puisque, comment dire, tout le fait d'avoir une taxe pour le commandant, la taxe à payer à chaque fois que vous voulez le rejouer en plus de votre zone de commandement, eh bien, c'était quand même quelque chose qui était là un petit peu pour bloquer les joueurs dans leur progression, c'est-à-dire que ça évitait de rejouer en boucle le commandant au même prix. Mais là, on a de plus en plus de cartes dans cette édition qui jouent un petit peu justement avec cette taxe et également avec le fait d'avoir joué suffisamment votre commandant. Mais alors, Gyrus, je pense que c'est peut-être le pire. C'est le pire de ceux qu'on a vu pour le moment. Parce que le fait d'arriver sur le champ de bataille avec sur lui un nombre de marqueurs +1/+1 égal à la quantité de mana dépensée, c'est bien tout le mana dépensé pour le lancer. C'est-à-dire, ça va être la taxe de commandement, ça va être le coût de X, mais c'est également les 3 manas donc, du coup, de chaque couleur, le noir, le rouge, le vert, qui sont payés pour le lancer. Ça fait beaucoup de choses. Ça me fait penser un petit peu à Marat, qui avait été édité dans les 2 premières éditions de Commander, je ne sais plus laquelle, c'était un commandant blanc, rouge, vert. Donc la taxe de commandement va finalement s'intégrer dans le coût de X et permettre de faire grossir Gyrus, puisque ça a été en fait mis dans son coût total, le coût total de mana qui a été utilisé pour le lancer. Ce que je trouve assez énorme, parce que généralement les ID en fait fonctionnent avec un coût de X plus un coût de mana coloré, et en fait derrière elles arrivent en ayant X marqueurs +1/+1 sur elles, et c'est réglé. Mais là c'est vraiment le coût total de mana qui a été lancé, qui a été utilisé pour le lancer. Ça peut être une 3/3 juste en payant les 3 couleurs de mana, noir, rouge, vert, et puis voilà. Donc du coup là on arrive vraiment sur une créature pour moi qui, je vais pas dire qu'il passe au-dessus de la taxe de commandement, mais presque, parce qu'elle l'intègre quasiment dans son coût, en gagnant quand même le bonus de base en fait des marqueurs +1/+1 en fonction de cette taxe. Et alors en plus, j'adore en fait la deuxième capacité également, tout simplement puisque du coup on mise un petit peu sur le fait que Gyrus va être... oui, Gyrus, je pense que c'est plus le nom anglais, mais bon, Gyrus. Je pense qu'on mise pas mal en fait sur le fait que ça va être une grosse bête, et que vous ayez éventuellement des plus petites créatures au cimetière pour pouvoir les faire revenir sur le champ de bataille en tant que jetons, éventuellement avoir du coup des effets qui s'enclenchent au moment où ils arrivent sur le champ de bataille, ce qui pourrait être très intéressant justement avec des petites bêtes tout simplement, et je pense qu'il doit y en avoir dans le deck qui fonctionneront bien déjà avec, mais du coup les effets d'arrivée en jeu, le fait que du coup on peut attaquer avec directement puisque elles sont attaquantes, il faut espérer après d'ailleurs que Gyrus soit suffisamment gros pour ne pas être bloqué par les adversaires, et que malheureusement il ne meurt pas, mais déjà on part sur de très bonnes bases. Honnêtement je trouve que c'est une créature qui mérite vraiment, là même sans avoir vu le deck, sans avoir commencé à analyser les cartes, classifier sur quel commandant ça va aller, ce commandant à mon avis mérite vraiment un deck à lui. C'est un deck hydre en plus, ça va être du tonnerre, il y a rien de mauvais dans cette idée là. Donc bon, on fera peut-être une création de deck autour de celui-là, mais je l'espère fortement. Mais voilà, pour le moment, en tout cas, je suis déjà super motivé. Et le troisième commandant, c'est Tantis. Non, c'est Tantis, désolé, c'est Tantis, la tisseuse de guerre, qui est une créature légendaire araignée, qui coûte 3 mana génériques, un noir, un rouge et un vert, qui est une 5/5, qui a à la fois la vigilance et la portée. Toutes les créatures attaquent à chaque combat si possible. À chaque fois qu'une créature vous attaque ou atteint un planeswalker que vous contrôlez, mettez un marqueur +1/+1 sur Tantis, la tisseuse de guerre. Alors, elle, je l'aime beaucoup, mais dans une autre catégorie, c'est-à-dire que c'est assez étonnant d'ailleurs, puisque du coup elle force vraiment le combat, ça c'est plutôt normal pour du Jund, ça aime un peu la baston, mais à côté en fait il y a aussi le côté un petit peu politique, c'est-à-dire écoute, si tu m'attaques, Tantis va devenir encore plus grosse, sachant qu'en plus elle a la vigilance et la portée, donc du coup c'est à la fois un bon attaquant puisqu'elle garde la vigilance, et la portée pour un système de bloqueur, enfin une capacité de bloqueur qui est assez intéressante. Donc du coup le fait d'avoir ces deux capacités, de pouvoir grossir en plus à chaque fois qu'il y a une créature qui va vous attaquer, honnêtement je trouve ça très intéressant. À mon avis ça demandera peut-être qu'il y ait un board qui soit légèrement mis en place avant, c'est-à-dire que vous puissiez bloquer quand même avec d'autres créatures que Tantis, parce que malheureusement il va falloir encaisser à un moment ou à un autre
les dégâts qui vont vous être envoyés, parce que bon, même si les gens vous attaquent, enfin même si vous avez Tantis en fait sur le board, vous allez quand même être attaqué. Donc 3 commandants intéressants dans des mécaniques assez différentes pour le coup, puisque là on en a quand même un qui fonctionne sur les terrains, un autre qui va plutôt fonctionner justement sur le cimetière, faire revenir un petit peu des créatures du cimetière et en obtenir un avantage, plus éventuellement avoir beaucoup de mana, et Tantis qui est donc du coup plutôt sur justement le côté politique, tu m'attaques ou pas, tu dois m'attaquer avec toutes les créatures doivent attaquer, c'est un peu le bazar dans tout ce beau petit monde, mais en tout cas on est vraiment sur 3 commandants qui ont des mécaniques très différentes, mais bon qui peuvent quand même avoir des cartes en commun, mine de rien. On va passer à l'analyse des cartes en elles-mêmes. On va commencer par les créatures, évidemment. Notamment la foule de Scalaire, qui est une créature insecte pour 1 vert seulement, qui est une 1-1. Et en plus, au début de votre entretien, si vous contrôlez au moins 5 terrains, mettez 4 marqueurs +1/+1 sur la foule de Scalaire. C'était une carte intéressante à ce moment-là, enfin quand elle a été sortie. C'était en Zendikar, si je ne me trompe pas. Et je l'ai vu réédité récemment, je ne sais plus dans quelle édition. Enfin récemment, il y a quelques années. Mais ça me fait pas mal rigoler cette carte là. Donc là on est vraiment sur le côté beaucoup de terrain rapidement. Donc du coup là le vert à mon avis, le fait d'aller chercher les terrains et de les ramener sur le champ de bataille plus vite que prévu, ça va être important pour ce genre de carte. Donc du coup peut-être plus dans le deck Seigneur des Vents, mais je pense que les 2 autres commandants seront également d'accord puisqu'ils vont également avoir besoin de pas mal de mana. On parlait de ramener des terrains sur le champ de bataille, et bien c'est très bien, on a l'ancêtre de la tribu Sakura, qui est un grand classique du commandeur. Quand vous jouez vert, évidemment, hein, vous jouez un ancêtre de la tribu Sakura, quasiment. À chaque fois, c'est une créature serpent et chaman qui coûte un générique et un vert, c'est une 1-1. Vous le sacrifiez, vous allez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, vous mettez cette carte sur le champ de bataille engagé, vous mélangez ensuite votre bibliothèque. L'avantage, c'est justement que vous pouvez la poser rapidement, et qu'en plus, derrière, ça peut faire un bloqueur en début de partie, ou même en fin de partie, si jamais vous n'avez pas de créature avec le piétinement en face, ça devrait aller. Donc vous pouvez bloquer avec et la sacrifier en réponse pour aller chercher votre terrain. Donc c'est tout bénef en fait. Donc autant l'utiliser, ce petit ancêtre. Alors une carte qu'on a déjà pu voir durant l'un des précédents decks, c'est l'apprenti loyal. C'est une nouvelle carte de cette édition qui coûte un mana générique, un mana rouge. C'est une créature humain et artificier qui est une 2-1, et qui a la célérité et en plus la capacité lieutenant, au début du combat pendant votre tour. Si vous contrôlez votre commandant, vous créez un mécanoptère 1-1 incolore, donc une créature artefact qui a le vol et qui en plus gagne la célérité jusqu'à la fin du tour. Alors là, c'est un petit peu là où on commence à voir la limite de ces cartes qui ont été créées pour cette édition. C'est que j'ai l'impression que là, elle est présente en fait parce qu'elle est rouge, et que du coup, comme il y a du rouge dans le deck, il fallait la mettre. Donc je trouve ça un petit peu dommage parce qu'elle ne synergise pas vraiment en fait avec tout ce que vous pouvez avoir dans le deck. À la limite, Girus peut la ramener à la vie au moment où il attaque, mais non, même pas, parce que c'est pas intéressant. Excusez-moi, je dis des bêtises, hein, mais c'est pas grave, puisque Girus les ranime au moment où il attaque, et le truc c'est que la capacité de lieutenant de l'apprenti loyal se déclenche au début du combat, donc du coup ça n'est pas synergique, et là, malheureusement, c'est un peu dommage, parce que je vois pas trop en fait ce qu'elle vient faire dans ce deck, à part le fait que justement elle est rouge, et que malheureusement il n'y a que 2 decks qui comportent du rouge sur les 4 de cette édition, donc voilà, c'est l'une des couleurs qui est un peu moins présente. Mais bon, donc du coup, encore un exemplaire de l'apprenti loyal, au moins c'est agressif, donc ça va à peu près avec l'idéal de la couleur Jund, enfin du trio de couleur Jund plutôt. Donc bon, pourquoi pas. Ah, une bonne réédition ensuite, l'explorateur des frontières, une créature elfe éclaireur qui coûte un mana générique et un mana vert, c'est une 3-1, et quand il arrive sur le champ de bataille, chaque joueur peut se défausser d'une carte. Chaque joueur qui s'est défaussé d'une carte, de cette manière, peut chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain de base, la révéler, la mettre dans sa main, puis mélanger sa bibliothèque. Alors là, l'intérêt, je pense, ça va surtout être d'utiliser les capacités, notamment avec Seigneur Vent des Vertus. Donc, si jamais vous vous défaussez d'un terrain pour aller en chercher un autre, après, Seigneur Vent des Vertus peut... Je vais l'appeler Vent des Vertus tout court, ou alors le Seigneur. Le Seigneur, c'est bien. Donc le Seigneur pourra vous ramener en fait, c'est très bizarre, mais le Seigneur pourra vous ramener en fait ce terrain par la suite, ce qui est un peu dommage parce que bon, c'est troquer un terrain pour en ramener un autre. Après moi je pense surtout à Gairus, qui peut du coup, si c'est une petite bête que vous avez ensuite défaussée, vous pouvez du coup la ramener sur le champ de bataille.
sous la forme d'un jeton évidemment, mais pareil, l'explorateur des frontières, finalement, quand lui va mourir, Kairus pourra éventuellement le ranimer quand il attaquera, et du coup vous aurez à nouveau cet effet-là d'arriver en jeu. Donc je le trouve intéressant, ça permet d'aller chercher un terrain, bon certes ça le fait également pour vos adversaires, mais bon, pourquoi pas. Alors, une créature à laquelle je m'attendais pas du tout, le jardinier Budoka, qui est une créature humain et moine, qui coûte un mana générique et un mana vert. Alors là, il y en a peut-être qui sont déjà en train de se tourner la tête. C'est une 2-1, elle s'engage et vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main. C'est une très bonne capacité, j'aime bien. Si vous contrôlez au moins 10 terrains, inversez le jardinier Budoka. Et c'est pour ça que certains ont déjà dû tourner la tête. D'ailleurs, je vais retourner la carte pour vous, attention. Hop. Et donc du coup, quand elle s'inverse, elle devient Dokai, tisseur de vie. C'est une créature légendaire humain et moine, toujours. C'est une 3-3 cette fois-ci. Et vous pouvez payer 6 mana, l'engager et créer un jeton de créature XX verte élémentale, X étant le nombre de terrains que vous contrôlez. Alors, moi j'aime bien la capacité du fait de pouvoir poser en fait un terrain depuis votre main sur le champ de bataille. C'est ce qui nous intéresse aussi en vert, c'est pouvoir ramper. Alors là, c'est un système de rampe un peu tronqué, c'est-à-dire qu'on préfère quand même aller chercher les terrains là où ils sont, c'est-à-dire dans la bibliothèque, plutôt que d'avoir une créature qui malheureusement va compter sur ceux que vous avez en main. Mais bon, vous avez quand même moyen dans le deck de trouver des cartes de terrain et de les mettre dans votre main plutôt sur votre champ de bataille. Donc pourquoi pas. Après, le fait d'avoir une synergie avec des jetons qui se boostent en fonction du nombre de terrains que vous contrôlez, c'est pas mal, mais je trouve la capacité peut-être un petit peu chère. Mais bon, ça dépend un petit peu de l'efficacité du deck que vous avez vis-à-vis du fait d'avoir un gros nombre de terrains assez rapidement, sachant quand même que vous faites pour 6 finalement en engageant une 10-10, ça peut être pas mal, puisque bon, vous aurez au moins 10 terrains, à moins de vous les faire casser derrière. Donc pourquoi pas, je suis pas sûr que ça soit une carte transcendante, donc du coup elle va plutôt intéresser Seigneur Vent des Vertus, mais même les autres commandants vont être contents, puisque ça permet quand même de ramper un tout petit peu. Une autre carte de rampe, c'est un elfe des horizons lointains qui coûte 2 mana générique et 1 mana vert. C'est une créature elfe et druide. C'est une 1-1, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez aller chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, la mettre sur le champ de bataille, engager et mélanger ensuite votre bibliothèque. Alors en fait, c'est un ancêtre d'Attribut Sakura un petit peu boosté, c'est-à-dire que c'est quand il arrive sur le champ de bataille, donc c'est encore plus efficace. Sachant que du coup, le seigneur il est content puisque c'est encore un terrain supplémentaire pour lui, ça fait ramper. Gaerus aussi ça fait ramper, mais aussi l'elfe quand il peut revenir sous forme de jeton pour aller chercher un autre terrain donc. Et Tantis, évidemment c'est du rampe, donc du coup ça lui plaît grandement. Une nouvelle carte de cette édition, le Semeur de Tournebois, qui coûte 2 mana génériques et 1 mana vert, c'est une créature elfe et druide. À chaque fois qu'au moins une carte de terrain est mise dans votre cimetière d'où qu'elle vienne, créez un jeton de créature 0-1 verte plante. Pour 1 vert, vous sacrifiez 3 créatures, vous renvoyez une carte de terrain ciblée depuis votre cimetière dans votre main, et c'est une 3-3. Alors, j'aime beaucoup la première capacité qui synergise à fond avec le seigneur en fait, sur le fait que vous allez peut-être essayer de défausser les terrains pour pouvoir piocher plus, mais lui en plus va vous faire créer des créatures si vous l'avez sur le champ de bataille. Donc je trouve ça intéressant. Après, du coup la deuxième capacité, je vais être assez franc, je pense qu'elle peut être utile, c'est-à-dire que du coup finalement on crée des plantes en mettant des terrains au cimetière, et du coup derrière on peut sacrifier les plantes pour récupérer le terrain en question, sachant qu'on ne parle pas uniquement des terrains qui sont mis au cimetière par le seigneur, mais on peut également penser à des terrains utilitaires qui vont en fait se sacrifier pour faire un effet. Ça peut être des terrains basiques comme les différents fetchlands qui existent, c'est-à-dire par exemple Immensité Terramorph, ou alors ceux qui sont les fetchlands de Khans of Tarkir ou ceux de Zendikar. Donc là on est quand même dans une autre échelle, mais du coup ce genre de terrain on peut aller les rechercher. Je pense également il y a Wasteland aussi qui détruit un terrain non basique, donc c'est plutôt intéressant si vous voulez péter les terrains bien sûr. Donc du coup ça peut être assez intéressant de pouvoir récupérer ces terrains là, même aussi si le seigneur n'est pas présent sur le champ de bataille, c'est à dire que vous sacrifiez 3 créatures et même si le seigneur n'est pas là ou que c'est pas votre commandant, vous pouvez l'utiliser, utiliser du coup une récursion au niveau des terrains, ce qui est quand même pas très courant non plus dans le jeu. Au niveau des autres commandants, je pense qu'ils n'en ont pas vraiment l'utilité. Gaerus, à la limite, l'avantage c'est qu'il pourra utiliser les créatures sacrifiées derrière pour en faire des jetons, mais je suis pas sûr que vous ayez énormément de terrain qui aille au cimetière si c'est lui votre commandant.
Alors, une nouvelle créature de cette édition qui a, elle, le lieutenant, donc c'est la créature noire qui a le lieutenant, c'est le sous-fifre loyal, qui coûte 2 manas génériques et 1 mana noir. C'est une créature zombie, il a la menace, c'est une 3-1, et il a le lieutenant. Au début du combat pendant votre tour, si vous contrôlez votre commandant, chaque adversaire perd 3 points de vie. Alors, j'aime beaucoup la capacité, le fait qu'il fasse perdre 3 points de vie, sachant qu'il a la menace, donc du coup il peut être assez dérangeant en début de partie, mais je pense que ça ne va pas durer très longtemps. Puisque le plus gros problème de cette créature, en fait, c'est son endurance, puisqu'il n'a qu'un seul point d'endurance, du coup, il meurt à peu près sur tout, et sur n'importe quelle créature. L'avantage, c'est que du coup, si jamais il se fait bloquer par des petites 1-1, ben, comme il a la menace, il en emportera 2 avec lui, mais je pense que l'intérêt serait quand même de le garder, histoire de faire perdre quelques points de vie aux adversaires. Donc pas franchement la créature avec le lieutenant qui me plaît le plus. De toutes celles qu'on a vues, en fait, je pense que c'est même celle qui me plaît le moins. Même si elle a une capacité qui semble intéressante, je pense malheureusement qu'elle ne survivra pas très très longtemps, à moins de la garder uniquement en bloqueur et de ne rien faire d'autre avec elle. Le vieux sage de la Yavimaya, donc lui c'était aussi un classique peut-être un peu moins joué. C'est une créature humain et druide, lui pas un elfe, qui coûte 1 mana générique et 2 mana vert, c'est une 2-1. Et quand il meurt, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, les révéler et les mettre dans votre main, et mélanger ensuite votre bibliothèque. Mais, pour 2 mana génériques, vous pouvez le sacrifier pour piocher une carte. Donc là c'est tout l'intérêt, c'est-à-dire que tout à l'heure on avait lancé la tribu Sakura qui se sacrifie gratuitement et qui allait mettre un terrain de base sur le champ de bataille, depuis votre bibliothèque. Là le vieux sage de la Yavimaya, en fait l'intérêt c'est de pouvoir payer 2 pour le sacrifier, faire piocher et du coup en plus aller chercher 2 terrains de base, malheureusement qui arrivent uniquement dans votre main. Donc assez intéressant, je pense qu'il peut être utilisé avec Gaerus. Les 2 autres commandants seront contents quand même d'avoir un moyen d'aller chercher des terrains supplémentaires. Il va bien synergiser d'ailleurs je pense avec le semeur de... Pardon, pas avec le semeur de Tournebois, avec le jardinier Budoka qu'on a vu tout à l'heure. Donc du coup comme il les met dans la main, c'est également un élément intéressant. Alors, une nouvelle créature légendaire de cette édition, personnellement l'une de mes favorites, c'est Xantcha, agent en sommeil, j'espère que je l'ai prononcé correctement. Elle coûte 1 mana générique, 1 mana noir et 1 mana rouge, c'est une créature légendaire mignon. Je trouve ça un peu dommage, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas traduit, puisqu'à mon avis ça n'est pas mignon mais plutôt sbire, tout simplement, puisque mignon en anglais ça veut dire sbire en fait. C'est une 5-5, oui pour 3, et oui... Au moment où Xantcha, agent en sommeil, arrive sur le champ de bataille, un adversaire de votre choix en acquiert le contrôle. Xantcha attaque à chaque combat si possible, et ne peut pas attaquer son propriétaire ou les planeswalkers que son propriétaire contrôle. Pour 3 manas génériques, le contrôleur de Xantcha perd 2 points de vie et vous piochez une carte. N'importe quel joueur peut activer cette capacité. Excusez-moi, je me marre. Parce qu'elle me fait terriblement rire pour plusieurs raisons. C'est que déjà, elle mise sur quelque chose qu'on n'a pas encore trop vu dans cette édition. C'est le côté politique. C'est-à-dire que là, vous allez donner le contrôle en fait à Xantcha. Étant donné que vous êtes le propriétaire, ça ne peut pas changer, vous êtes le propriétaire de Xantcha, elle ne pourra pas vous attaquer niveau Planeswalker. C'est bien, parce que du coup, là c'est en plus, vous donnez une créature qui a quand même 5 de patates. Vous êtes content qu'elle ne se retourne pas contre vous en fait. Mais derrière, donc du coup elle est obligée d'attaquer à chaque combat si possible, donc du coup ce qui fait qu'elle peut malheureusement subir des dommages, ça peut être un dommage collatéral finalement, mais aussi le fait qu'il y ait une capacité qui peut être activée par n'importe quel joueur, qui vous fait piocher, donc qui fait piocher aux joueurs en fait, qui activent la capacité, donc du coup ils en tirent un avantage, mais également ils font perdre des points de vie aux contrôleurs de Xantcha. Donc là on est dans un système de politique assez énorme, c'est-à-dire que vous êtes protégé de Xantcha, tant qu'elle reste sous le contrôle de la personne à laquelle vous l'avez donnée. Elle ne peut vraiment pas vous attaquer, elle peut pas vous causer de dégâts, et en plus ça peut être un bénéfice pour vous parce que vous pouvez utiliser sa capacité pour piocher une carte, mais en plus faire perdre des points de vie au contrôleur. Et le pire c'est que les autres joueurs peuvent le faire également. Alors certes, le contrôleur de Xantcha peut aussi activer la capacité, c'est-à-dire que pour 3, il peut faire en sorte de perdre 2 points de vie pour piocher une carte, mais bon, c'est quand même pas super intéressant, mais je l'adore parce que du coup tout ce côté politique qui peut vraiment donner lieu, je pense, à une partie de dingue rien qu'avec cette créature là, sachant que tout le monde y trouve son avantage en fait qu'elle soit en jeu, donc je pense que ça peut vraiment être super intéressant,
et que derrière ça peut donner lieu vraiment à des situations complètement alambiquées. J'ai même pas parlé encore de la synergie avec les commandants. Je pense qu'il n'y a pas de synergie particulière avec les différents commandants, sauf peut-être Tantis qui va forcer de toute façon les créatures à attaquer. Donc du coup, ce qui fait que Xancha, quand vous donnerez le contrôle, vous en donnerez le contrôle à un adversaire en fait, elle attaquera comme toutes les autres créatures, mais surtout, du coup, comme toutes les créatures attaquent, elle ne va pas forcément rencontrer beaucoup de résistance en face. Donc du coup, elle pourra attaquer et éventuellement faire des dégâts librement. Donc pourquoi pas, avec Tantis, je pense que ça peut bien fonctionner. Pas avec Gyrus, bien sûr, puisque bon, c'est un jeton qui est exilé à la fin du tour, donc aucune utilité, et elle n'a pas de synergie avec les terrains. J'ai beaucoup parlé sur Xancha, mais on va passer à une autre créature, Fracaslean Centaur, qui est une créature plante et centaure, ça n'arrive pas tous les jours, qui coûte 3 mana génériques et 1 mana vert, c'est une 1-1 avec le piétinement. Le Fracaslean Centaur arrive sur le champ de bataille avec sur lui un nombre de marqueurs +1/+1 égal au nombre de cartes de terrain dans tous les cimetières. A chaque fois qu'une carte de terrain est mise dans un cimetière d'où qu'elle vienne, vous pouvez payer 2 mana verts. Si vous faites ainsi, renvoyez le Fracaslean Centaur depuis votre cimetière dans votre main. Alors du coup, je pense que là c'est assez clair, hein. La synergie principale elle est avec le Seigneur, puisque le Seigneur est celui qui va jouer plus sur les terrains qui vont aller au cimetière, les autres étant plus fans d'avoir les terrains sur le champ de bataille, hein, pour payer des gros coups de mana. Donc là on est vraiment avec une synergie à 100% avec le Seigneur. Le but étant du Seigneur de mettre des terrains au cimetière pour faire en sorte de piocher plus de cartes, éventuellement de les faire revenir après. L'avantage également, c'est que du coup, la deuxième capacité du Fracaslean Centaur s'active également quand vous utilisez la première capacité, donc le fait de défausser éventuellement une carte de terrain. Ça fonctionne aussi, du coup, vous pouvez payer 2 verts à ce moment-là pour le faire revenir dans votre main, et ensuite le relancer sur le champ de bataille avec encore plus de marqueurs, puisque vous avez défaussé un terrain auparavant. Donc, je pense qu'il est très bien avec le Seigneur et qu'il faudra le garder. Après avoir, hein, mais je pense qu'il sera tout à fait à sa place. Prochaine créature, une nouvelle créature de cette édition, le Traqueur de sang, illustré par mon illustratrice préférée dans Magic. Vous regarderez par vous-même. Il coûte 3 mana génériques et 1 mana noir. C'est une créature vampire et sorcier qui a le vol et c'est une 2-2. Pour 1 mana noir, vous payez 2 points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur le Traqueur de sang. Quand le Traqueur de sang quitte le champ de bataille, piochez une carte pour chaque marqueur +1/+1 sur lui. Alors, je ne vois pas de synergie directe en fait avec les commandants qui nous sont proposés, sachant que bon, à la limite c'est une 2-2 vol qui peut se booster, bon je peux comprendre, et elle fait piocher ensuite derrière, d'accord. Avec Tantis ça peut fonctionner, mais bon c'est plus dans un deck agressif. Je pense surtout que j'aimerais avoir en fait le Traqueur de sang dans un deck qui va synergiser un maximum sur les marqueurs +1/+1, c'est-à-dire peut-être un deck sur lequel justement j'ai envie qu'il y ait que en payant la capacité, en payant mes 2 points de vie et le mana, plutôt que d'avoir seulement un marqueur +1/+1, j'aimerais en gagner plus. Donc du coup il me faut des enchantements, il me faut des créatures qui vont me permettre d'en gagner plus. Ou alors justement des créatures qui vont m'en mettre en plus. Ce qui tombe bien, j'ai vu quelque chose dans la liste qui va vous intéresser. Ou plutôt qui est intéressant avec ce Traqueur de sang. Donc je pense pas qu'il ait une synergie particulière avec les 3 commandants. À la limite, en fait, le plus gros intérêt, ça va être tout simplement de le jouer de manière agressive et de le considérer en fait comme une source de pioche au moment où il va mourir. Prochaine carte, une réédition, c'est Zendikar incarné qui coûte 2 mana génériques, 1 mana rouge et 1 mana vert. C'est une créature élémentale qui a une force de X, enfin plutôt de étoile, et une endurance de 4. Ce n'est pas tous les jours qu'on a ce genre de cas. Et la force de Zendikar incarné est égale au nombre de terrains que vous contrôlez. Alors, on va en parler rapidement. C'est assez vite jugé pour moi en fait, puisque cette carte-là, j'y croyais aussi à un moment, quand je me disais, mince, c'est très bien en rouge-vert et tout. Sauf qu'elle n'a pas le piétinement, elle n'a aucune capacité d'évasion, et surtout, en fait, elle est toujours à 4 d'endurance. Il y a des créatures qui sont beaucoup mieux en fait, et qui sont par exemple étoile-étoile, avec le nombre de terrains que vous contrôlez. Et du coup, elles sont supérieures largement à Zendikar incarné, parce que vous pouvez avoir du coup 13 ou 14 terrains, ou 25 terrains si vous voulez sur le champ de bataille. Zendikar incarné sera juste une 25, oui certes, mais 25-4. Donc du coup, n'importe quel anti-bête qui fait au minimum 4 blessures, ou une créature qui a 4 de force, peut la tuer. Et malheureusement, tant qu'elle n'a pas le piétinement, c'est un peu moins intéressant. Donc peut-être pas forcément une carte que je garderai, même si elle synergise plus ou moins avec les terrains, bon c'est pas fou en fait. Une nouvelle carte de cette édition, la déferlante de Scarabée Rhinocéros, oui, vous avez bien entendu. Elle coûte 4 mana génériques et 1 mana vert, c'est une créature insecte, et non pas rhinocéros, et oui, je ne sais pas pourquoi.
C'est une 5-5, piétinement. La déferlante de Scarabée Rhinocéros gagne plus 10 tant que vous contrôlez au moins 10 terrains. Alors, de base, c'est une 5-5 pour 5 avec le piétinement. C'est très bien, c'est agressif, c'est ce qu'il faut. Derrière, on va espérer quand même qu'en vert, vous puissiez ramper un minimum, que vous ayez beaucoup de terrain. Et le fait d'arriver à 10 terrains, quand même, il y a une sacrée différence entre le coup de mana, à 5, et ensuite, il reste quand même 5 terrains à mettre en plus si vous posez cette créature au tour 5. Donc bon, il y a quand même de la marge. Mais je pense qu'avec le vert, si le deck rampe suffisamment, qui vous permet d'avoir suffisamment de terrain, il y a largement moyen en fait que cette créature devienne une 15-15 assez rapidement. Alors certes, du coup, ça vaut peut-être pas le coup non plus de la jouer au tour 5, puisque ça risque d'être une cible si votre adversaire voit que vous arrivez à engranger des terrains suffisamment rapidement. Mais du coup, au niveau des 3 commandants, en fait c'est pas tellement les commandants, c'est plutôt le deck, ce qu'il va y avoir d'autre dans le deck, qui nous intéresse du coup pour savoir s'il est viable dans ce deck là ou pas. Une de nos créatures fétiches qui a le lieutenant de cette, donc une nouvelle carte de cette édition, le Vigile Loyal, qui est une créature rhinocéros qui coûte 4 mana générique et 1 mana vert, elle a le piétinement et c'est une 4-4. Et au début du combat pendant votre tour, si vous contrôlez votre commandant, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Donc du coup la petite synergie dont je parlais tout à l'heure avec le tracker de sang qui lui aimerait bien avoir des marqueurs supplémentaires, voilà, bon pourquoi pas. Sachant que du coup là il y a une synergie également avec Gairus, et oui, donc là il y a bien une synergie, le Vigile Loyal n'est pas là juste pour boucher un trou en fait, il est là également justement pour éventuellement renforcer Gairus et également renforcer Tantis, puisque elle va être contente d'être un peu plus forte et de pouvoir bloquer de plus grosses créatures. Donc voilà, une créature qui s'intègre plutôt bien avec ses 2 commandants. Bon après de manière générale, je pense qu'elle se garde histoire de booster un peu votre board. Vu qu'on est en Jund ici, c'est quand même une optique assez agressive mine de rien. Un super classique du commandeur, une carte que vous devez avoir, oui j'ai bien dit, vous devez l'avoir, c'est la boue acide, qui coûte 3 mana générique et 2 mana vert, c'est une créature limon contact mortel 2-2, et elle a une capacité qui nous intéresse fortement. Quand la boue acide arrive sur le champ de bataille, détruisez l'artefact, l'enchantement ou le terrain ciblé. Alors pour ceux qui ont écouté le précédent épisode, il y a le sage du reboisement qui détruit un artefact ou un enchantement et qui coûte 3 mana. Ici pour 5 mana en fait on peut également détruire un terrain qui peut vous embêter. C'est un super classique, j'insiste vraiment là-dessus. C'est-à-dire que généralement quand vous jouez vert, vous jouez une boue acide. Parce que d'abord c'est une créature qui a en plus un effet que vous pouvez normalement retrouver sur des éphémères ou des rituels. À savoir que détruire un artefact, un enchantement ou ou un terrain. Et en plus c'est une 2-2 contact mortel, donc ça peut gérer derrière une créature. On est vraiment sur une créature qui a une très bonne value, un très bon retour en fait. Et pour 5 mana, franchement, c'est donné. C'est donné. Donc achetez-le, jouez-le. Voilà. La boue acide pour la vie dans tous les decks verts. Une nouvelle carte de l'édition, c'est la dragonne nidifiante qui coûte 3 mana générique et 2 mana rouge. C'est une créature dragon, oui, vous avez deviné. Elle a le vol, c'est une 5-4. Et elle a la compétence touche terre. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, créez un jeton de créature 0-2 rouge, dragon et œuf avec le défenseur. Et quand cette créature meurt, créez un jeton de créature 2-2 rouge, dragon avec le vol et payez un rouge, cette créature gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Là, je pense que sur la vidéo, je vais faire un petit boubouitage pour que vous compreniez un petit peu. Il y a une carte qui est ressortie dans Magic 2019, dans le core set, qui s'appelle œuf de dragon. Donc c'est un œuf avec le défenseur, qui est une 0-2 et qui a une capacité que quand elle meurt, elle crée un jeton 2-2 rouge dragon avec le vol, qui a une capacité pour un rouge, la créature en fait gagne +1/+0. Et justement là en fait, la dragonne nidifiante, elle fait littéralement ces œufs là en fait. Enfin littéralement, ce sont des jetons qui fonctionnent de la même façon que cet œuf là, mais du coup en fait elle fait des jetons qui ressemblent à l'œuf de dragon. Donc du coup là je vous laisse admirer les cartes en question. Mais écoutez, là, je pense que ça c'est intéressant, puisque ce sont des défenseurs, certes, mais l'avantage, en fait, c'est d'avoir une petite armée de dragons qui va apparaître au fur et à mesure, donc du coup, ça va un petit peu dissuader aussi vos adversaires de vous attaquer, puisque bon, s'ils n'ont pas de capacité d'évasion, enfin, s'ils n'ont pas le vol, par exemple, se retrouver avec des dragons 2-2 dans tous les sens, parce que vous avez joué un terrain ou même plusieurs terrains, ça va être vite compliqué pour eux en fait de gérer ça, surtout que ce sont des dragons qui se boostent, donc du coup c'est peut-être que du 2-2, mais ça peut devenir d'un seul coup, ils peuvent taper à 6, à 7, à 8,
étant donné le nombre de terrains que vous allez certainement avoir à la fin, ça risque d'être un peu gênant pour eux. Donc je pense que c'est une bonne carte, elle fonctionnera bien avec le seigneur du coup, puisque lui va en plus ramener des terrains sur le champ de bataille, donc c'est vraiment intéressant. Après je pense qu'elle fonctionne aussi avec les deux autres commandants, mais dans une moindre mesure, c'est-à-dire que Gyrus a pas vraiment de synergie avec la dragonne, et Tantis, bon du coup va obliger un petit peu à attaquer avec les dragons que vous possédez. Mais l'avantage c'est qu'avec Tantis, du coup, étant donné que les créatures avec le défenseur ne peuvent pas attaquer dans tous les cas, au moins vous aurez quand même une défense supplémentaire en dehors de Tantis. Donc peut-être une mini synergie on peut dire, mais ça peut être intéressant. Une autre nouvelle créature, décidément, l'hydre à langue de fouet, qui est une créature lézard et hydre, oui, ça existe, qui coûte 5 mana génériques et 1 mana vert, c'est une créature qui a la portée et qui est une 4/4. Quand elle arrive sur le champ de bataille, détruisez toutes les créatures avec le vol. Mettez un marqueur +1/+1 sur l'hydre à langue de fouet pour chaque créature détruite de cette manière. Alors, comment dire Alors, c'est une créature avec la portée, donc du coup, si jamais il y a d'autres volants qui arrivent ensuite, il risque d'avoir des problèmes. Je pense que même en ayant 2 ou 3 volants, enfin, ne serait-ce que déjà 2 volants sur le champ de bataille, c'est largement suffisant en fait, puisque du coup votre créature qui coûte 6 deviendra une 6/6 portée, elle aura détruit 2 créatures dans le processus, donc je pense que c'est déjà très intéressant. Bon, évidemment, c'est sûr que si c'est des mécanoptères ou créatures, je ne suis pas sûr que ça soit très rentable, mais en tout cas, je pense que c'est une très bonne créature contre les decks vol. De manière générale, je vous conseille dans vos decks verts, je pense, de la jouer, étant donné que le vol, il faut quand même pouvoir le gérer le plus souvent possible, et que malheureusement le vert n'est pas forcément très bon à ça, en dehors de la portée. Ici, pas de synergie particulière en fait avec les différents commandants, à part Gyrus, puisque lui, il va adorer le fait qu'il puisse ranimer cette créature, et qu'elle arrivera du coup en détruisant toutes les créatures avec le vol, et en plus du coup avec les marqueurs supplémentaires pour elle. Donc honnêtement je pense qu'avec l'autre hydre du coup commandant, elles pourront bien s'entendre entre hydres. Encore une nouvelle créature, et celle-là elle me plaît aussi beaucoup, c'est l'émisseur des rancœurs, qui coûte 5 mana génériques et 1 mana rouge, c'est une créature effrite, qui a le vol, la célérité, qui est une 6/5, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous choisissez secrètement un adversaire. Deuxième capacité, vous révélez le joueur choisi. Choisissez de nouvelles cibles pour le sort ciblé ou la capacité ciblée s'ils sont contrôlés par le joueur choisi et s'ils vous ciblent ou ciblent un permanent que vous contrôlez. N'activez cette capacité qu'une seule fois. Bon, malheureusement qu'une seule fois, mais bon, c'est un petit peu normal. Donc là, on est vraiment sur une créature, c'est assez étonnant d'ailleurs en rouge, mais bon, pourquoi pas. Une créature qui vise un petit peu l'un de vos adversaires, qui va vous permettre éventuellement de vous débarrasser de l'un de ses sorts plus que gênant. Donc moi j'aime bien, il faut voir un petit peu dans les decks ce que ça peut donner. Il n'y a pas de synergie particulière avec les différents commandants. Bon, Gyrus va le ranimer, mais ça ne sert pas à grand chose. Et Tantis n'en a pas vraiment l'utilité non plus. Donc voilà, pas de synergie particulière avec les terrains, avec les différents commandants. Mais je pense que de manière générale, c'est une carte qui va être assez fun à jouer en commandeur. Surtout si vous avez une certaine haine de l'un de vos adversaires. Donc voilà, vous pourrez vous venger un petit peu. Alors, une très bonne carte qui est rééditée ici, le Balote écrase-bois qui coûte 4 mana génériques et 2 mana verts, une créature bête qui est une 4/4, mais surtout, alors 4/4 pour 6 c'est pas terrible, mais il a le touche-terre. A chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, le Balote écrase-bois gagne +4 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Je vous laisse imaginer si vous avez arrivé à mettre plusieurs terrains sur le champ de bataille en même temps. Je pense que ça risque de faire très mal. C'est une créature qui peut taper très fort, donc avec des synergies terrain justement, ou pouvoir mettre plusieurs terrains sur le champ de bataille le même tour, ça sera plus qu'efficace, et je pense que c'est un kill de manière générale, on peut l'appeler comme ça. Donc vraiment à essayer, à approuver, avec tous les commandants possibles et imaginables. Un autre balote, c'est le balote déchaîné, ou plutôt les balotes déchaînés, puisqu'ils viennent en bande. Et ils sont 6/6, c'est une créature bête qui coûte 4 mana génériques et 2 mana verts, et ils ont le piétinement, eux. Ils ont également le touche-terre. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous créez un jeton de créature 4/4 verte bête. Donc voilà, là on a des bêtes supplémentaires, ça nous sert à remplir le board. Du coup, je suis pas sûr que vous ayez trop envie d'attaquer avec le balote déchaîné, étant donné que vous voulez peut-être le garder pour pouvoir faire plus de bêtes, encore plus de bêtes, toujours plus de bêtes. Du coup, synergie avec le seigneur pour pouvoir essayer de mettre un maximum de terrain.
Les autres commandants vont être contents également d'avoir ce genre de bête qui peut justement bourrer assez facilement et être extrêmement agressive. Donc pourquoi pas, mais surtout synergie avec le seigneur. Je vous en parlais tout à l'heure, la carcasse de Gravois, une créature élémentale qui coûte 4 mana génériques et 1 mana rouge et 1 mana vert. Et en fait c'est une étoile dont la force et l'endurance sont égales au nombre de terrains que vous contrôlez. Et oui, je vous en parlais tout à l'heure en parlant de Zendikar incarné, là on est vraiment sur la créature qui est beaucoup plus intéressante, mais surtout, c'est pas fini. J'ai pas terminé la carte, il reste encore une capacité. Le coup de sang pour 1 mana générique, 1 mana rouge, 1 mana vert, défaussez-vous de la carcasse de Gravois, la créature attaquante ciblée gagne plus X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de terrains que vous contrôlez. C'est la caractéristique principale du coup de sang, vous défaussez de la créature en question, et en fait, elle va donner sa force et son endurance à la créature attaquante ciblée. Et du coup, là, la force et l'endurance, c'est tout simplement le nombre de terrains que vous contrôlez. Je vous avoue que ça peut faire un kill. Ça peut vraiment faire un kill si vous avez beaucoup de terrain, si vous avez bien rampé, que éventuellement vous avez une créature avec de l'évasion, tout simplement. Je sais pas, un dragon qui traîne, un balotte avec le piétinement, pourquoi pas. Donc il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec ce coup de sang. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée en fait de jouer cette créature seule, c'est-à-dire que finalement ce sera juste une étoile sans capacité d'évasion elle-même. Mais du coup, en l'appliquant en fait en coup de sang sur une autre créature, ça peut vraiment être très efficace et tuer un adversaire. Du coup, une certaine synergie avec le seigneur, mais de manière générale, comme on va essayer de chercher en vert un maximum de terrain, ça sera plus qu'utile pour la carcasse de Gravois, donc validé pour n'importe quel deck. Ensuite, un autre dragon, le dragon à la salve de flamme, qui coûte 4 mana génériques et 2 mana rouge, c'est une créature dragon, oui en effet, qui est 5/5, qui a le vol, et en plus, quand il attaque, vous pouvez payer X mana générique et 1 mana rouge. Si vous faites ainsi, le dragon à la salve de flamme inflige X blessures à n'importe quelle cible. Donc c'est en fait une petite boule de feu où vous pouvez du coup infliger des blessures directement à l'un de vos adversaires, à une de ces créatures, à un planeswalker, peu importe. Donc l'intérêt là c'est vraiment, je pense, d'engager un maximum de mana avec cette créature pour pouvoir l'utiliser. Utiliser cette fameuse capacité en fait de salve de flamme, on va l'appeler comme ça. Ça reste quand même un dragon, donc du coup avec le vol, une bonne capacité d'évasion, donc du coup ce qui est fortement intéressant avec les différentes cartes qu'on a pu voir pour le moment, et avec celles qu'on va encore voir après. Mais il s'intègre pas forcément dans un deck avec... Enfin il n'y a pas de synergie particulière avec le seigneur, à la limite avec Gaerus si on veut, quand il va... Même pas. Avec Gaerus ça ne fonctionne pas, puisque Gaerus ranime au moment où il attaque. Et malheureusement, la capacité du dragon se déclenche en même temps. Donc du coup, s'il n'est pas là au moment où il est déclaré attaquant, ça ne sert à rien. Tantis, à la limite, sera contente, puisque c'est une créature qui pourra attaquer en boucle. Donc voilà. Écoutez, je pense que ça reste quand même une créature tout à fait intéressante, et qui permettra de se débarrasser de pas mal de choses, éventuellement d'un adversaire, si jamais le cœur vous en dit. On passe à la suite avec l'âme d'Innistrad, une créature avatar qui coûte 4 mana génériques et 2 mana noirs. C'est une 6/6 avec le contact mortel. Alors, première capacité, 3 mana génériques, 2 mana noirs, renvoyez jusqu'à 3 cartes de créatures ciblées depuis votre cimetière dans votre main. 3 mana génériques, 2 mana noirs, exilez l'âme d'Innistrad depuis votre cimetière, renvoyez jusqu'à 3 cartes de créatures ciblées depuis votre cimetière dans votre main. Je trouve que ramener 3 bêtes dans votre main depuis votre cimetière pour 5 mana, c'est plutôt pas cher. Après malheureusement il reste encore les coûts à payer, ça aurait peut-être été plus intéressant de pouvoir ranimer une bête directement sur le champ de bataille, mais bon on peut pas tout avoir, je suis pas sûr que l'âme d'Innistrad soit très synergique avec les différents commandants, étant donné que Seigneur lui il veut vraiment plutôt des terrains, Gaerus lui voudrait plutôt que les créatures restent au cimetière que d'en sortir, et Tantis à la limite, bon ce qui va l'intéresser c'est que l'âme d'Innistrad elle-même a le contact mortel, donc pourquoi pas, mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit une carte très adaptée en fait pour ces différents commandants. Ouf, on passe ensuite à une carte qui va en faire criser plus d'un, c'est un classique un petit peu des decks qui jouent sur les terrains, c'est le Vengeur de Zendikar, une créature élémentale qui coûte 5 mana génériques et 2 mana verts, qui est une 5/5, avec 2 capacités très intéressantes. Quand le Vengeur de Zendikar arrive sur le champ de bataille, créez un jeton de créature 0/1 verte plante pour chaque terrain que vous contrôlez. Touche terre, à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez mettre un marqueur +1/+1 sur chaque créature plante que vous contrôlez. Alors là, on est sur une créature qui est très embêtante. Si vous arrivez à la lancer avec uniquement les terrains, déjà ça fera 7 plantes en plus du Vengeur de Zendikar.
Et si éventuellement vous avez encore un terrain à jouer derrière, ça fera en plus un marqueur +1/+1 sur chacune de vos plantes. C'est tout le souci en fait, le Vengeur de Zendikar, je vous préviens tout de suite, si vous comptez le jouer, ça risque d'être une des cibles prioritaires pour vos adversaires. Mais alors, quand je dis prioritaire, c'est peut-être le numéro 1 à chaque fois qu'elle sort. Parce que faire en sorte que le Vengeur de Zendikar reste suffisamment pour qu'il y ait plusieurs terrains qui arrivent sous votre contrôle et que ça mette des marqueurs sur toutes vos plantes, ça va vraiment pas enchanter vos adversaires et ils feront tout pour que le Vengeur dégage le plus vite possible. Et justement, il y a énormément de synergie, je pense, avec les 3 commandants qui sont présentés, notamment déjà le fait que le Seigneur, lui, va aller rechercher les terrains au cimetière, donc du coup, le Vengeur sera très content, puisque ça fait 2 terrains supplémentaires qui arrivent sur le champ de bataille, 2 marqueurs en plus sur ses plantes. De l'autre côté, Gaerus, lui, s'il ranime le Vengeur de Zendikar, il remet des plantes supplémentaires, et là je vous conseille évidemment de jouer le terrain pour votre tour après avoir attaqué, puisque du coup ça mettra un marqueur +1/+1 sur chacune de vos plantes après, bon évidemment si le Vengeur de Zendikar est encore en vie. Et pour Tantis, ça fait quand même pas mal de créatures qui vont pouvoir attaquer dans tous les sens, encore une fois, donc du coup, honnêtement, je suis plutôt d'accord avec l'intégration de cette carte dans le deck autour des terrains. Faites attention, vous savez à quoi vous vous exposez, c'est pas que c'est pas une carte fun, c'est juste que c'est une carte tellement bonne que du coup, elle sera ciblée automatiquement. Encore une créature, la Guivre du Charnier, qui coûte 4 mana génériques, un mana noir, un mana rouge et un mana vert. C'est une créature Guivre avec le piétinement qui est une 6/6, et quand elle inflige des blessures à un adversaire, vous pouvez renvoyer la carte ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Très intéressant pour pouvoir un petit peu recycler justement votre cimetière, le faire revenir dans votre main. En plus là c'est n'importe quelle carte, donc du coup ça peut aussi être un terrain, donc c'est assez intéressant. De l'autre côté, bon, ça reste une 6/6 piétinement pour 7. Il faut espérer qu'il n'y ait pas trop de grosses créatures, ou alors que vos adversaires ne veuillent vraiment pas que vous ranimiez une de vos cartes dans votre main, notamment par exemple, je ne sais pas, le Vengeur de Zendikar. Bon, on va éviter de faire une fixette sur lui, mais je pense que c'est une bonne carte utilitaire. Malheureusement elle coûte peut-être un peu cher. Il y a d'autres cartes dans le jeu qui seront peut-être un peu plus abordables, et qui éviteront d'avoir une condition comme celle justement d'infliger des blessures à un adversaire. Créature suivante, c'est la dernière de notre pack, c'est la monstruosité du Mold Graf, qui est une créature insecte qui coûte 4 mana génériques et 3 mana verts, c'est une 8/8 avec le piétinement. C'est un sacré gros insecte, mais en plus, quand il meurt, vous l'exilez, puis vous renvoyez sur le champ de bataille 2 cartes de créatures choisies au hasard depuis votre cimetière. Alors là, comment dire c'est assez aléatoire. C'est étonnant d'ailleurs pour du vert. Généralement, on confie un petit peu l'aléatoire au rouge plutôt qu'au vert. Mais là, du coup, j'espère que vous n'aurez pas beaucoup de créatures au cimetière au moment où vous allez justement avoir cette bête qui meurt. Ou alors que vous aurez trié les créatures en question, notamment avec Gaerus. Pourquoi ? Gaerus exile les créatures dont il va créer un jeton ensuite. Justement, en ça, vous pouvez en fait faire un filtrage des créatures que vous allez garder au cimetière pour éventuellement avoir la monstruosité plus tard. C'est-à-dire que la monstruosité, elle, ne va pas créer des jetons qui vont être là pour un tour, elle va les ranimer, ces bêtes. Sachant qu'en plus, c'est une 8/8 piétinement pour 7, c'est déjà très rentable. Donc je pense qu'avec Gaerus, il y a une synergie très particulière et que ça vaut le coup de les laisser ensemble du coup dans un deck. Après, vous pouvez les garder éventuellement pour jouer avec Seigneur et Tantis, mais ce sera beaucoup moins efficace. 2 artefacts pour ce deck, il y en a un que vous connaissez déjà, enfin je pense, je suis quasiment sûr que vous le connaissez, c'est l'anneau solaire comme d'habitude, qui lui, pour un mana du coup, peut s'engager ensuite pour faire 2 mana incolores. L'autre artefact c'est le cadran solaire du voyant, qui coûte 4 mana génériques, qui a le touche-terre lui aussi. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez payer 2 mana génériques. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Je ne suis pas vraiment fan de cet artefact, parce que malheureusement je trouve que avoir un terrain qui arrive sur le champ de bataille, devoir payer ensuite 2 mana pour piocher, c'est très conditionnel, c'est-à-dire qu'à un moment vous allez certainement ne plus avoir beaucoup de terrains qui vont arriver, ou alors vous allez avoir plusieurs terrains qui vont arriver d'affilée et vous n'aurez pas forcément envie de dépenser le mana pour pouvoir éventuellement piocher une carte derrière et avoir des ressources. Donc je ne suis vraiment pas fan, je pense que c'est une carte qui rame pas mal. Donc moi je vous la conseille pas vraiment, même dans le deck Seigneur, enfin voilà, je suis pas un grand fan. On va plutôt s'intéresser du coup aux enchantements maintenant. 3 enchantements pour ce deck, je vous précise tout de suite,
Ces 3 enchantements, pour moi, si vous jouez Seigneur, vous les gardez, parce qu'ils sont très synergiques avec lui, ils synergisent bien avec les terrains, ils sont fort intéressants. On va voir du coup de quoi il en retourne. Le premier, c'est l'expédition du cœur de Khalni, qui coûte un mana générique et un mana vert. Il a le touche-terre, chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez mettre un marqueur quête sur l'expédition du cœur de Khalni, retirez 3 marqueurs quête de l'expédition du cœur de Khalni et sacrifiez-la. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, mettez-les sur le champ de bataille engagé et mélangez ensuite votre bibliothèque. Pourquoi est-ce qu'elle est très intéressante avec une synergie terrain? Je pense tout simplement que tout est dit, à partir du moment où vous avez joué 3 terrains, vous pouvez en plus aller en récupérer 2 en ayant joué ça avant. Donc c'est très intéressant, sachant en plus que du coup avec des synergies comme les Fetchland, donc du coup donc des terrains qui se sacrifient en plus pour aller chercher d'autres terrains, ça permet d'aller encore plus vite puisque le touche-terre du coup va se déclencher plusieurs fois sur un même tour. Deuxième enchantement, le repli vers Agra, un enchantement qui coûte 2 mana génériques et 1 mana noir. Il a le touche-terre lui aussi, donc à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, choisissez l'un. Soit la créature ciblée gagne +1/+0 et acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Ok. Soit chaque adversaire perd 1 point de vie et vous gagnez 1 point de vie. Je pense que c'est plutôt cette deuxième capacité qui va vous intéresser à chaque fois, mais la première n'est pas à négliger non plus. C'est-à-dire par exemple que si vous pouvez faire arriver sur le champ de bataille un terrain pendant le tour de votre adversaire, je pense que ce sera très utile de pouvoir donner le contact mortel à une de vos créatures pour justement éventuellement tuer une bête qui peut vous déranger. Alors là, du coup, seul moyen de pouvoir, l'un des rares moyens de pouvoir justement aller chercher des terrains et de les mettre en jeu durant le tour des adversaires, ça va notamment être les fetch, dont on reparlera évidemment dans la section terrain. Et le dernier enchantement, c'est l'un de mes préférés, qui a été édité en fait dans Conspiracy, c'est la seule édition à laquelle vous pouvez la trouver, mais maintenant plus la seule, c'est le rituel de la moisson de mort, qui coûte 2 mana génériques et 1 mana noir et 1 mana vert. Il a la morbidité. Au début de chaque étape de fin, si une créature est morte ce tour-ci, vous pouvez piocher une carte. Et je trouve ça très fort comme moteur de pioche. Alors, évidemment, je pense que là, il n'y a pas de synergie particulière avec les commandants. C'est juste que comme c'est un moteur de pioche qui est en noir-vert, je trouve ça assez intéressant, sachant qu'en plus, dans votre deck, vous allez jouer de manière assez agressive, mine de rien. Vous avez des bêtes qui sont là pour faire mal, pour taper fort. Et justement, votre adversaire, à un moment, va devoir perdre des bêtes. Et c'est à ce moment-là que vous allez apprécier justement de pouvoir piocher en plus. Quelques éphémères présents dans ce deck. Le premier, lutter contre le passé, qui coûte 1 mana générique et 1 mana vert. Mettez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Puis vous pouvez renvoyer une carte de créature ou de terrain depuis votre cimetière dans votre main. Alors là, on est content parce que Seigneur du coup fonctionne avec les terrains. En plus du coup, vous pouvez mettre des terrains supplémentaires dans votre cimetière que vous pourrez ensuite réanimer avec Seigneur. Gaerus, lui, ça peut mettre en plus des créatures au cimetière, donc on a toute cette synergie avec le cimetière entre ces deux créatures qui est vraiment sympathique. Tantis s'en fiche un peu en fait, il n'y a pas de synergie particulière avec elle, mais en tout cas entre Seigneur et Gaerus, je pense que c'est une carte à garder. Autre carte qui fonctionne à peu près de la même façon, c'est une horrible récupération, qui coûte 1 mana noir, 1 mana vert. Vous révélez les 5 cartes dessus de votre bibliothèque, vous pouvez mettre une carte de créature ou de terrain parmi elles dans votre main, mettez le reste dans votre cimetière. Donc justement là vous pouvez à nouveau choisir créature ou terrain, et le reste au cimetière, donc je pense que c'est encore une fois une carte très intéressante pour nos deux compagnons, le Seigneur et Gaerus. Ensuite un autre éphémère assez surprenant, c'est l'Air Sage, qui coûte 2 mana génériques, 1 mana vert, et en coût supplémentaire vous devez sacrifier un terrain. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, mettez-les sur le champ de bataille et mélangez ensuite votre deck. Alors petite explication pourquoi est-ce que c'est surprenant comme carte, c'est-à-dire que c'est l'une des rares cartes qui est éphémère et qui permet d'aller chercher des terrains. Donc du coup c'est assez intéressant, sachant en plus que vous sacrifiez un terrain et que vous allez chercher 2 terrains de base qui arrivent dégagés. Donc également intéressant de ce point de vue là. C'est une carte, je pense, qui est à garder, étant donné que pour Seigneur, on fonctionne pas mal sur cette synergie-là. Après, pour les autres commandants, ce sera peut-être un petit peu moins intéressant. Un autre éphémère utilitaire, celui-ci, c'est Voué à la poussière, qui coûte 2 mana génériques et 1 mana vert. Il a l'obstination, ce sort coûte 2 mana génériques et 1 mana vert de plus pour chaque cible après la première. Détruisez n'importe quel nombre d'artefacts et ou d'enchantements ciblés. C'est-à-dire que, pour expliquer rapidement, en payant le coût simple, vous allez détruire un artefact ou un enchantement, et vous pouvez en fait payer 3 de plus à chaque fois, donc le coût d'obstination pour rajouter une cible supplémentaire. Ça reste un sort très générique, c'est-à-dire détruire un enchantement ou un artefact, c'est très pratique,
donc je pense que c'est à garder. Ensuite, autre carte utilitaire, Putréfiée, qui coûte un mana générique, un mana noir, un mana vert, qui détruit la cible, artefact ou créature et elle ne peut pas être régénérée. Donc là, le fait de détruire une créature, ça va être assez intéressant pour nous, et en plus un artefact, et en plus empêcher la régénération, bon certes, aujourd'hui on en voit de moins en moins, mais il n'empêche que ça peut toujours être assez gênant. Donc c'est une carte sympathique qui rentre à peu près dans tous les decks noirs-verts, donc je vous la conseille évidemment. Nouvelle carte, et celui-ci c'est un éphémère qui est en fait un déluge, comme les cartes dont je vous avais parlé précédemment. Donc c'est le déluge de Fureur, donc il coûte 2 mana génériques et 2 mana rouge. Quand vous lancez ce sort, copiez-le pour chaque fois que vous avez déjà lancé votre commandant depuis la zone de commandement pendant cette partie, vous pouvez choisir une nouvelle cible pour les copies. Attention, préparez-vous pour la suite. Copiez le sort d'éphémère ou de rituel ciblé, vous pouvez choisir une nouvelle cible pour cette copie. Oui, vous avez bien entendu, c'est un sort qui se copie pour le nombre de fois où vous avez lancé votre commandant depuis la zone de commandement, et en plus derrière, ce sort, qu'est-ce qu'il fait? Il copie des éphémères ou des rituels. Oui, vous avez bien entendu, c'est assez... c'est un serpent qui se mord la queue en fait, c'est le sort qui se dédouble pour dédoubler d'autres sorts. Donc pourquoi pas? Je pense en fait qu'il n'est pas vraiment à sa place dans ce deck, étant donné qu'on ne fonctionne pas non plus avec ses commandants beaucoup sur les éphémères et les rituels, qui sont quand même la cible de ce sort-là. Je pense que dans des decks un peu plus contrôle, un peu plus basés justement sur éphémères rituels, il aura bien plus sa place et qu'il sera bien plus utile. Donc voilà, mais ça reste quand même une carte assez intéressante. Je vous conseille certainement de l'enlever de ce deck et de ne pas la garder puisque ça ne synergise vraiment pas avec votre deck. Un nouvel éphémère, encore une fois, le jugement selon vent des vertus, donc notre commandant, ça tombe bien, qui coûte 3 mana génériques, un mana noir, un mana vert. Pour n'importe quel nombre d'adversaires, détruisez un permanent non-terrain ciblé que ce joueur contrôle. C'est bien aussi parce qu'il y a le côté politique, puisque vous pouvez choisir si vous ciblez un adversaire, en fait, enfin si vous choisissez un adversaire, pour qu'il détruise ensuite un de ses permanents non-terrain. Donc ça c'est assez intéressant, ça permet d'enlever plusieurs choses embêtantes sur le champ de bataille en fonction des adversaires, donc pourquoi pas. Il y a d'autres cartes de ce style qui ont déjà été jouées, donc pourquoi pas, vraiment ça peut être pratique et du coup vous sauvez un petit peu la mise. Et le dernier éphémère, le marché au clair de lune qui coûte 3 mana génériques et 2 mana noirs. Regardez les 5 cartes dessus de votre bibliothèque, pour chaque carte, mettez cette carte dans votre cimetière, à moins que vous ne payiez 2 points de vie. Mettez ensuite le reste dans votre main. Donc en fait, vous allez payer des points de vie pour garder les cartes, sinon elles partent au cimetière. J'imagine que les terrains, vous allez les laisser aller au cimetière si vous jouez avec Seigneur. Les créatures, vous pouvez également les laisser passer, étant donné que Gaerus, en tant que commandant, lui sera content de l'avoir. Tantis n'a pas de synergie avec cette carte, donc je pense que malheureusement, ça sera pas forcément pour elle. Donc un moteur de pioche qui synergise avec 2 des commandants, pourquoi pas le garder dans le deck, à voir comment est-ce que vous pouvez vous en servir intelligemment. On passe ensuite au rituel, il y en a quelques-uns, on a notamment Explorer, qui coûte un mana générique et un mana vert, vous pouvez jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci, et en plus vous piochez une carte. Donc très pratique, qui va dans la synergie avec le fait de jouer plus de terrain, donc ça va très bien avec les 3 commandants. Cousu ensemble, 2 mana noirs, renvoyez la carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main, et elle a le seuil, c'est-à-dire que s'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, renvoyez cette carte depuis votre cimetière sur le champ de bataille à la place. Donc du coup, vous pouvez renvoyer une créature directement sur le champ de bataille si vous avez au moins 7 cartes dans le cimetière. Donc du coup, le seigneur, lui, l'avantage c'est que comme il va vous faire défausser des cartes, ça va très bien synergiser avec lui. Gaerus, de manière générale, vous allez quand même avoir des cartes qui vont partir au cimetière pour justement les ranimer ensuite, donc pourquoi pas. Et Tantis, malheureusement, s'en fiche un petit peu. On a ensuite la tornade sauvage qui coûte X, un rouge et un vert. La tornade sauvage inflige X blessures à chaque créature, sans aucune exception. Très bien pour raser un board. Généralement, je pense que dans ce deck, ça sera un petit peu moins gênant, étant donné que vous contrôlez en fait le nombre de blessures que vous allez faire. L'avantage, c'est que vous avez quand même pas mal de grosses bêtes, mine de rien, dans le deck, et que à ce moment-là, vous pouvez surtout enlever les petites bêtes qui peuvent vous déranger, ou les bêtes un petit peu moins grosses que vous qui peuvent vraiment vous déranger. Donc du coup, je pense que ça reste une carte qui un peu passe-partout, qui peut vraiment être utilisée voilà, pour vous sortir un petit peu des emmerdes. Un grand classique du commandeur, la culture. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, révélez ces cartes et mettez-en une sur le champ de bataille engagé et l'autre dans votre main. Ça coûte 2 mana génériques et 1 mana vert. Alors malheureusement il nous en manque 2 en fait dans ce deck, donc il nous manque en fait 2 autres sorts de rampe dans ce deck, c'est bien dommage. C'est d'un côté la croissance luxuriante qui coûte 1 mana générique, 1 mana vert,
et qui permet en fait d'aller chercher un terrain de base et de le mettre ensuite engagé sur le champ de bataille. Et l'autre carte qui fait exactement la même chose que la culture, c'est tout simplement en fait la portée du Kodama. Ça fait exactement la même chose, c'est juste que c'est un sort d'arcane en plus. Donc voilà, c'est dommage qu'on ne les ait pas dans le deck, mais bon, on a la culture pour commencer. Ensuite, il y a un autre sort de rampe qui coûte également 2 mana génériques et 1 mana vert, qui s'appelle Errance Lointaine. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez cette carte sur le champ de bataille engagé, et mélangez ensuite votre bibliothèque. Et elle a le seuil également. S'il y a au moins cette carte dans votre cimetière, à la place, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 3 cartes de terrain de base, mettez-les sur le champ de bataille engagé, et mélangez ensuite votre bibliothèque. Donc, vraiment intéressant, parce que du coup, on se retrouve à nouveau avec une carte qui fonctionne sur le seuil, et étant donné que Seigneur va mettre des cartes au cimetière, c'est le but, du coup, ça sera très intéressant de pouvoir aller chercher jusqu'à 3 cartes de terrain de base, parce que malheureusement, une c'est un peu léger. Gaerus du coup va aussi alimenter le cimetière de manière à ce que vous puissiez l'utiliser aussi. Donc je pense que ces deux commandants là pourraient très bien se servir des cartes qui ont le seuil, et notamment du coup Errance Lointaine. Prochain rituel, un anti-bête qui s'appelle Chemin désastreux, qui coûte 1 mana générique et 2 mana noir. Détruisez la créature ciblée ou le planeswalker ciblé, et en plus elle a un coup d'éveil 4 qui coûte 5 mana générique et 2 mana noir. En fait l'éveil 4, quand vous payez le coup d'éveil à la place du coup normal, ça va en plus mettre des marqueurs +1/+1 sur un terrain et le transformer en fait en terrain créature avec la célérité. Donc du coup là, éveil 4, c'est-à-dire qu'il va y avoir 4 marqueurs +1/+1 dessus. Ça reste du coup un anti-bête assez sûr, sachant qu'en plus c'est aussi un anti-planeswalker, donc vous allez être très content de l'avoir si vous devez jouer contre des commandants planeswalker. De l'autre côté, en plus, il y a cette capacité d'éveil qui est assez intéressante et qui va permettre justement que vos terrains, si vous en avez beaucoup, certains se transforment en bêtes pour venir vous aider. Donc pourquoi pas le garder justement dans les decks seigneurs. Les autres decks en auront également besoin, histoire d'avoir un anti-bête et un anti-planeswalker. Une carte à laquelle on pouvait s'attendre, c'était l'Avalanche, qui coûte X mana, un mana noir, un mana rouge et un mana vert également. L'Avalanche inflige X blessures à une cible, joueur ou planeswalker, et à chaque créature que ce joueur ou le contrôleur de ce planeswalker contrôle. Donc en fait vous infligez X à un adversaire, et en plus derrière toutes ces créatures prennent. C'est assez énorme, bon évidemment ça n'est qu'un seul adversaire, heureusement, mais du coup ça fait vraiment un rasbound et ça vous permet d'attaquer un peu plus librement. Donc au niveau des decks agressifs, je pense que c'est tout à fait valable, et je pense que c'est valable en fait dans les 3 decks, étant donné que ce sont des decks Jund. C'est une carte Jund, on est vraiment dans la thématique, essayer de défoncer un maximum l'adversaire, son board, pour ensuite lui taper dessus. Donc je pense qu'on est vraiment sur une carte d'une valeur sûre en fait. Peut-être que d'autres cartes pourront vous intéresser un petit peu plus, qui seront peut-être un peu moins chères, etc. Mais celle-là, vraiment, c'est une valeur sûre pour ces couleurs-là. Une autre valeur sûre, celle-là c'est une valeur très sûre même, c'est le regard de granit qui coûte X, 2 noirs et 1 vert. Détruisez chaque permanent non terrain ayant un coût converti de mana inférieur ou égal à X. Donc là, si vous arrivez vraiment à avoir vos grosses créatures, vos gros spoilers, vous allez avoir envie à un moment de raser le board pour éviter de vous retrouver avec des problèmes en face. Et le regard de granit, l'avantage c'est qu'il détruit absolument tout, c'est pas seulement les créatures, c'est également les artefacts, les enchantements, tout ce qui peut vous embêter. Donc honnêtement, je pense que ça reste une valeur très sûre dès qu'on joue noir et vert. Un autre sort de rampe, un gros sort de rampe celui-là, c'est la végétation explosive qui coûte 3 mana génériques et 1 vert. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base et mettez-les sur le champ de bataille engagé. Donc là l'avantage, contrairement à Culture et également à la portée du Kodama, c'est justement que les 2 terrains que vous allez choisir, ils arrivent tous les 2 sur le champ de bataille. Donc voilà, c'est intéressant évidemment encore une fois pour tous les effets de touche-terre, pour également la synergie avec Seigneur. Donc voilà, pourquoi pas, vraiment un très bon sort de rampe qui est à jouer dans la majorité des decks verts également. Autre rituel, étendue de chasse, qui coûte 3 mana génériques et 1 mana vert, avec un coup de kick de 3 mana génériques et 1 mana vert également. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de forêt, mettez-les ensuite sur le champ de bataille engagé et mélangez ensuite votre bibliothèque. Si ce sort a été kické, dégagez toutes les forêts mises sur le champ de bataille de cette manière, elles deviennent des créatures 3/3 vertes avec la célérité qui sont toujours des terrains. Alors, les cartes de forêt, c'est-à-dire que toutes les cartes de terrain qui ont également un sous-type forêt fonctionnent également, pour une petite précision. Je trouve que le coup de kick c'est un peu surfait, puisque toutes les forêts mises sur le champ de bataille de cette manière, c'est-à-dire que c'est 2 forêts en fait, il n'y en a pas plus. Donc du coup, à moins de vouloir transformer vos 2 forêts en 3/3
sachant que ça va vous coûter cher, en total ça va vous coûter 8 mana. À partir du moment où vous allez avoir 8 mana, je pense qu'il y aura suffisamment de bloqueurs en face pour que vos terrains se fassent bloquer en fait. Et je trouve ça un peu dommage de les faire arriver sur le champ de bataille pour ensuite qu'ils meurent, même si on peut dire qu'il y a des synergies avec Seigneur, etc. Peu importe, je pense que c'est un petit peu dommage en fait de les sacrifier aussi rapidement. Une nouvelle carte de cette édition, le brouillage de réalité, qui coûte 2 mana génériques et 2 mana rouges. Mettez un permanent ciblé que vous possédez au-dessous de votre bibliothèque, révélez les cartes du sud de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte qui partage un type de carte avec ce permanent. Mettez cette carte sur le champ de bataille et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et en plus, cette carte a le pistage. Pour rappel, le pistage, ce que c'est, vous pouvez en fait lancer cette carte depuis votre cimetière en vous défaussant d'une carte de terrain, en plus de payer ses autres coûts. Et du coup, vous pouvez la relancer en boucle comme ça depuis le cimetière, tant que vous avez des cartes de terrain à sacrifier, enfin plutôt à défausser. Donc du coup, ça fonctionne très bien avec Seigneur. Ça fonctionnera, je pense, ça fonctionnera un peu dans tous les decks aléatoires que vous voulez mettre. C'est-à-dire que là, le fait est que vous allez justement recycler vos permanents pour essayer d'en trouver d'autres aléatoirement dans votre deck. C'est assez fun, honnêtement, c'est vraiment fun. Et je pense que bon, ça vaut le coup d'être joué. Si vous ne l'aimez pas, bah, du coup, enlevez-le. Mais je pense que peut-être que d'autres decks pourront s'en inspirer et l'utiliser. Ensuite, Décimation, un rituel assez pratique qui coûte 2 mana génériques, 1 mana rouge, 1 mana vert. Détruisez l'artefact ciblé, la créature ciblée, l'enchantement ciblé et le terrain ciblé. Alors je précise, vous êtes obligé d'avoir des cibles légales pour chacun des types de cartes mentionnées. C'est-à-dire vous devez avoir un artefact que vous allez détruire, vous devez avoir une créature que vous allez détruire, et vous devez avoir un enchantement et un terrain que vous allez détruire. Donc du coup, si vous n'avez pas de cible au moment où, si vous n'avez pas les 4 cibles en fait au moment où vous lancez le sort, ça ne sert à rien. C'est vraiment un sort, bon, il est très conditionnel du coup puisqu'il faut avoir du coup ces 4 types de cartes sur le champ de bataille entre tous les joueurs. Mais je pense que ça vaut le coup de le jouer étant donné qu'on est en multijoueur, etc. Bon, c'est quand même intéressant. La réaction en chaîne, donc qui coûte 2 mana génériques et 2 mana rouges, la réaction en chaîne inflige X blessures à chaque créature, X étant le nombre de créatures sur le champ de bataille. Alors en fait je pense que c'est une carte qu'il va falloir tester un petit peu, voir si vous avez des créatures suffisamment imposantes pour qu'elles ne soient pas détruites par la réaction en chaîne, mais que le reste le soit. Il va falloir essayer un petit peu, mettre des tests en place, histoire de se rendre compte s'il est vraiment utile ou pas à votre deck, mais je pense que, étant donné que vous ne contrôlez pas les X blessures qui sont infligées, je pense que c'est peut-être une des cartes que vous allez avoir envie d'enlever à un moment, si elle se révèle un peu trop gênante pour vous. Et le dernier rituel, la moisson de verre qui coûte 2 mana génériques et 3 mana hybride noir-vert. Créez un jeton de créature 1-1 noire et verte, vert, pour chaque... Oui, vert, hein, tout à fait, pour chaque carte de terrain dans votre cimetière. Donc là on a une grosse synergie déjà avec le Seigneur, mais en plus cette carte a le pistage, c'est-à-dire que vous pouvez la relancer en justement défaussant une carte de terrain de votre main, et en repayant le coût de 5 mana du coup. Mais ce qui fait que le coup de pistage en fait réalimente encore une fois la moisson de verre. Donc là je vous conseille vraiment de la garder avec Seigneur. Au niveau des 2 autres commandants, je pense qu'il n'y aura pas vraiment d'utilité de la garder, mais là avec le Seigneur, je pense que ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes. On va passer aux terrains. Les terrains spéciaux, du coup il y en a beaucoup, vous vous doutez bien, puisqu'on parle quand même d'un deck qui est basé là-dessus. On va passer assez rapidement déjà sur les fameux bilans que vous connaissez déjà, donc les terrains qui font 2 types de mana. Donc il y a évidemment les terrains qui font les 2 couleurs de mana en même temps, et en plus qui vous demandent de renvoyer un terrain dans votre main quand ils arrivent sur le champ de bataille engagé. C'est-à-dire on a la ferme à putréfaction des Golgari, on a le territoire des Grules en rouge-vert, et on a le Carnarium de Rakdos en noir-rouge. Les autres terrains qui font également 2 couleurs, mais également qui font gagner un point de vie en arrivant engagé, c'est la dépression de jungle pour le noir-vert, le refuge d'Akoum pour le noir-rouge, le refuge du Kazandou pour le rouge-vert. Ensuite, on a évidemment le land qui fait 3 couleurs, les 3 couleurs de notre deck, le noir, le rouge et le vert. C'est les terres sauvages qui arrivent également en jeu engagé. On a également le droit ici aux 3 terrains monocolores qui se recyclent, c'est-à-dire que vous pouvez défausser pour un coup de mana et du coup les remplacer en piochant une carte. On a la caverne oubliée en rouge, donc du coup qui a un coût de recyclage de 1 rouge. On a la lande stérile en noir pour 1 noir. Et on a les alliés tranquilles pour 1 vert. Je vous en ai parlé tout à l'heure, on a également les fetchlands, donc ceux qui permettent d'aller chercher en se sacrifiant d'autres terrains de base. Donc on a les 2 classiques, l'immensité terramorphe et les étendues sauvages en évolution.
Mais on en retrouve également d'autres. La fosse d'huile de roche, par exemple, qui arrive sur le champ de bataille engagé, et qui se sacrifie pour aller chercher une carte de marais ou de montagne, et la met sur le champ de bataille. Dans le même style, on a également la vallée forestière, qui fait exactement la même chose avec les cartes de montagne ou de forêt. Autre type de fetchland, on a également le panorama de Jund, qui fait du mana incolore, ou également que vous pouvez sacrifier en payant un mana générique, pour aller chercher une carte de base de marais, de montagne ou de forêt, et la mettre sur le champ de bataille engagé. On a aussi le paysage difforme, qui fait également du mana incolore, et pour 2 mana génériques, vous pouvez l'engager et le sacrifier pour aller chercher une carte de terrain de base et la mettre sur le champ de bataille engagé. On retrouve également une carte de commandeur, le paysage myriadiaire, qui arrive sur le champ de bataille engagé, qui fait du mana incolore, et pour 2 mana génériques et en l'engageant et la sacrifiant, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base qui partagent un type de terrain et les mettre sur le champ de bataille engagé. Et notre dernier fetch, les sylves gangrénés, qui font également du mana incolore, et pour 3 et 1 vert, en l'engageant et la sacrifiant, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base et les mettre sur le champ de bataille engagé. Alors ça, ce sont tous des fetchs assez budget, il y a moyen d'en trouver d'autres qui sont peut-être un petit peu plus efficaces, éventuellement qui vous coûteront moins cher à activer pour certains. Les autres terrains utilitaires, on a le temple de la fausse divinité qui fait 2 mana incolores à condition que vous contrôliez 5 terrains ou plus. On a le jardin de Kalni qui arrive sur le champ de bataille engagé mais qui fait en même temps un jeton 0-1 plante et ensuite qui fait du mana vert. On a le marécage de Bojuka qui arrive sur le champ de bataille engagé aussi, mais capacité intéressante, qui exile également les cartes d'un cimetière ciblé et qui fait du mana noir. On a également le palais de graphe hanté qui fait du mana incolore et qui se sacrifie pour 3 mana incolores et en s'engageant pour envoyer une carte de créature au hasard depuis votre cimetière dans votre main. C'est assez aléatoire donc je ne suis pas trop fan de cette carte. On retrouve ensuite la sinistre forêt sauvage qui fait du mana incolore et pour 2 mana génériques, 1 noir, 1 vert, en l'engageant et en sacrifiant une créature, vous piochez une carte. Je trouve que le coût est un peu cher au niveau de la capacité, il y a d'autres cartes qui le font bien mieux. Ensuite, le fameux terrain de cette édition, la forge des héros qui fait du mana incolore, et également en s'engageant, choisissez un commandant ciblé qui est arrivé sur le champ de bataille ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur lui si c'est une créature, et un marqueur loyauté si c'est un planeswalker. Donc toujours aussi intéressant, je pense en plus avec l'hydre et avec Tantis, que ça vaudra le coup de la jouer. Et on finit bien sûr avec la tour de commandement, la seule, l'unique, qui fait du mana de n'importe quelle couleur de l'identité colorée de votre commandant, et que je vous conseille évidemment de jouer encore une fois. Alors, faisons maintenant le bilan de ce deck. J'étais parti un petit peu dubitatif, étant donné que ça avait l'air d'être une machine assez difficile à piloter, à mettre en marche. C'est-à-dire que se baser sur le sacrifice des terrains, le fait de les faire revenir avec le seigneur, je pensais que ça risquait de tourner un peu mal, mais le deck est déjà rempli avec pas mal de cartes qui synergisent bien avec ses capacités, donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça va tourner sur table. Évidemment, j'ai déjà vu l'épisode de Game Nights de The Command Zone, pour ceux qui sont également abonnés là-bas, pour ceux qui parlent également anglais, évidemment, et je sais que ce deck-là a gagné la partie. Après, bon, gagner une partie, ça ne veut pas forcément dire que c'est le meilleur deck entre les 4, ça veut juste dire qu'il y a eu les bonnes conditions et que tout était rempli. Mais je pense que là, il y a quand même pas mal de choses qui fonctionnent bien, alors que je pensais que le moteur du deck allait être assez difficile à démarrer, à tenir. Je trouve qu'il y a pas mal de ressources qui sont vraiment sympas et qui font tourner le deck. Donc à voir comment ça va fonctionner, à voir comment est-ce qu'on peut aussi améliorer ce deck là. Je pense qu'il y a encore d'autres terrains, d'autres cartes, j'en ai déjà parlé un petit peu au fur et à mesure, mais je pense qu'il y a moyen d'améliorer encore ce deck et de le rendre encore plus efficace et surtout encore plus endurant sur le long terme. Pour les 2 autres commandants en dehors de Seigneur, Girus, j'ai vraiment hâte de voir des decks construits autour. Je pense que je m'en ferai un également, donc du coup je vous tiendrai au courant si jamais j'ai envie de vous parler un peu de mon deck. Et Tantis, là vraiment l'aspect autour de la politique et du fait de devoir attaquer à chaque tour, je pense que ça va valoir un petit peu le coup de voir ça en jeu. Comme à chaque fin d'épisode, je remercie Geoffrey Palmer qui a fait l'animation de cartes pour l'introduction de cette vidéo. Vous pouvez le retrouver sur Twitter @livingcardsmtg, MTG en français. Vous pouvez aussi retrouver la tour de commandement sur Twitter @tourdecom avec 2 M, et moi aussi Erenim @erenimfr. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et il ne vous reste plus qu'un seul deck du Commander 2018 à décortiquer, et on verra ça la prochaine fois. Écoutez, n'oubliez pas avant de partir de laisser un petit like, de commenter aussi la vidéo avec votre avis, et de la partager, ça me fera extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, salut à tous et bye bye.